Bonjour à tous, merci d'être venus pour une conférence sur eau, ions et ondes électromagnétiques. Donc, je vous présente Élise qui va donc faire la deuxième partie. Moi je vais faire la première partie avec les eaux, les ions et aussi donc par rapport aux ondes au départ, et donc Élise continuera. Donc, ce que je vous propose en premier, c'est déjà faire un point par rapport à l'eau, c'est l'étymologie et l'origine de l'eau. Comme je vois qu'il y a des hommes et des femmes, c'est pas plus mal parce que l'eau est hermaphrodite. Chapitre 2, donc de quoi nous sommes essentiellement constitués, comment l'eau pénètre dans la cellule, y aurait-il du vide en nous qui laisse passer donc les ondes électromagnétiques, c'est là que ça devient intéressant. Ce monde que vous ne voyez pas, donc là il va falloir rester bien assis, parce que c'est ce que vous ne verrez pas à la télévision. Et après donc la partie 2 qui sera présentée plutôt par Élise. Donc au niveau de l'origine et étymologie du mot eau, l'eau on la trouve sur deux composés dans l'espace qui est hydrogène et oxygène, mais surtout par son atome hydrogène. Sur Terre, donc on la connaît sous sa couleur bleue, et donc sur ce fluide. Dans les langues, qui est très importante, parce qu'il y a une sémantique derrière tout cela, c'est que dans les premières langues latino-grecques, vient de l'indo-européen Wedwod, et qui a donné donc dans trois langues qu'on connaît, donc aqua en espagnol, aka en italien et aqua en portugais, et qui a donné dans les langues germano-britanniques, donc par le suffixe wa, water, web et wasser. C'est-à-dire que là on est dans le mouvement de l'eau. Donc après, donc dans les langues germano-britanniques, qui est water, web et wasser en allemand, dont vous verrez tout à l'heure sûrement donc Lauterwasser, qui est un allemand qui travaille aussi sur l'eau par des fréquences, qu'il faut vraiment voir même sur le net. Donc là, on est dans le mouvement de l'eau. En grec, l'eau vient du mot de unda, qui signifie l'eau qui coule, et qui a donné par la suite oudor, dont nos amis bretons ont gardé le suffixe d'or pour le mot eau. Et chez nous, en France, on a commencé donc à avoir tout ce qui commence par hydre. On pense là aussi au serpent. Donc hydrologie, hydrométrie, hydratation. C'est d'ailleurs ce mot que je préfère par rapport à l'eau que aqua. Parce que là, l'eau est en mouvement, mais en plus, elle vous hydrate. Mais l'eau a aussi cet aspect nourricier par rapport à la femme. C'est-à-dire que dans les langues chamio-sémites, en tamazirt, on va dire amen pour dire l'eau, qui vient de yema pour la mer. En hébreu, on va dire maim pour l'eau, qui vient de ima par rapport à la mer. Et en arabe, on dit ma ou elma, qui vient de yema aussi pour la mer. Donc on a cet aspect nourricier en plus de l'aspect mouvement de l'eau. Chez nous en France, on a dû attendre le XIIe siècle pour avoir le mot, donc eau sur sa forme originelle, qui est eul, E-W-E, que les Flamands ont gardé, et qui a donné donc à la Renaissance vers le XVIe siècle, yo, ye, puis eau, et pour l'évier, qui a cette forme qui, logiquement, qui doit être comme ça, qui est plutôt arrondie, et vous verrez à quoi ça vous fera plus penser à vous, mesdames, qui a donné donc à l'époque qui était uvier, et qui a donné donc évier vers le XVIe siècle. Et le mot « eul », en fait, vient de la première femme judéo-chrétienne qui est Ève. Donc c'est symbolique du mot « eau » par rapport donc à la femme. Et quand on regarde une femme enceinte, vous avez à peu près la même façon donc d'un évier qui est ovale. Maintenant, on trouve des éviers qui sont plutôt carrés, alors que l'évier, la forme de l'eau est plutôt arrondie. Donc l'eau est hermaphrodite, elle est féminine pour sa rondeur, par le son eau et pour son aspect nourricier, mais elle est aussi masculine parce que l'eau ne descend pas, si vous voulez, de façon rectiligne, mais comme un serpent, de façon sinusoïdale. Et on voit cette très belle rivière qui est au Portugal, donc qui est la rivière du Dragon Bleu, que je vous conseille de regarder. Et là, bon, par contre, là, ça vient de moi, c'est ce que je pense, c'est savoir que l'eau est un alicament. Donc ça nous soigne, heureusement d'ailleurs. Et quand je regarde le caducée d'Aclepsio, et pas le caducée d'Hermès, en fait, ce serpent qui se trouve autour, qu'on retrouve en plus dans la médecine, la pharmacie et dans les sages-femmes, on retrouve toujours cette symbolique, surtout dans la sage-femme, avec le rond et la forme sinusoïdale. D'abord, tout à l'heure, quand je vous ai montré au niveau de la Terre et à côté de l'eau, on voit quand une goutte tombe, il y a cette petite goutte qui remonte avec une pointe qui remonte. Et dans les temps anciens, ça faisait penser plutôt à la femme et à l'homme, si vous voulez. Voilà, c'était ce petit passage en premier que je voulais vous dire par rapport à l'eau. Alors, de quoi nous sommes en fait constitués? Nous sommes en fait un tube d'eau
traversée d'eau plutôt et d'ions, donc pôle nord, pôle sud, et pas par l'inverse. Et nous sommes composés aussi à la base d'une seule cellule. Cette cellule, c'est que de l'eau, à 99,1%. Alors on parle d'un point de vue basique, 70%, ça c'est pour le grand public, mais chez les biologistes moléculaires et chez les chimistes, on va raisonner en nombre d'objets, en masse. 99%, là, donc ça c'est des Escherichia coli, mais c'est la même chose pour nous. Hein. Le 1%, donc c'est l'ADN, les protéines et des minéraux. Et je vous montre aussi, c'est comment pénètre l'eau dans la cellule. Is the world's largest resource and essential for all life. Yet the world's supply of clean, fresh water is steadily decreasing. As the world population continues to rise, so too does the demand for water treatment. In living cells, water treatment is done by aquaporin water channels. Aquaporins are proteins crucial for life and are found in all organisms, from bacteria to man. Through billions of years of evolution, nature has developed aquaporin-mediated transport and extracts water in all living cells by this mechanism. Billions of liters of water are extracted in human kidneys, and even larger volumes of water are extracted from the earth to the trees and plants by aquaporins each day. The aquaporin membrane technology is based on natural, sustainable water treatment. The unique selectivity and high permeability of the aquaporin membranes will set unprecedented standards in water treatment while significantly reducing energy costs. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une aquaporine. En fait, une aquaporine, vous n'entendez pas? Parce que j'ai laissé derrière. Ah là, sur le système. On va y arriver. Non. Alors, donc, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle une aquaporine. Là, en fait, la technologie est en train de s'inspirer de la nature et donc créer des membranes à base d'aquaporine. En fait, la cellule va faire passer jusqu'à 1 milliard de molécules d'eau par seconde via ce qu'on appelle des protéines. Donc, autant vous dire que les 7 milliards d'habitants, c'est rien comparé à cela. Et donc, la molécule d'eau, elle, va passer en fill and chain. Donc tous ceux qui vous disent que l'eau rentre de façon dimère, trimère, hexagonale dans la cellule, c'est totalement faux. Elle rentre une par une. Et vous avez donc 4 canaux, 40 milliards de molécules d'eau par seconde, fois la superficie de la surface de l'aquaporine. Ça fait 1 milliard, 2 milliards de molécules d'eau par seconde, qui va donc après faire passer de l'information. Alors, les ions dans la cellule, ce qui est très important, c'est le potassium. C'est ce qui est ici. C'est-à-dire que si demain vous faites une crise cardiaque, sachez que la première chose qu'on verra, c'est la mesure du potassium. Parce que si le potassium fout le camp, vous avez pour quelques minutes à vivre. Le deuxième ion qui est très important, c'est le magnésium, qui se trouve ici. Lui, par contre, s'il fout le camp, vous allez mourir à petit feu. Et vous verrez après la relation aussi avec les ondes. On va s'intéresser directement après au calcium. Le calcium, lui, par contre, il ne faut pas qu'il rentre énormément dans la cellule. Parce que lui, c'est ce qu'on appelle l'agent de l'apoptose. Ça veut dire que si le calcium rentre trop rapidement dans la cellule, il va se mettre sur l'ADN, ce qu'on appelle les bases azotées, et la cellule, elle, meurt. Elle se suicide. Et vous allez comprendre pourquoi par rapport après avec les fréquences. Donc, potassium, magnésium et calcium, ce sont les 3 plus importants au niveau de la cellule qu'il faut garder en tête. Alors, qui sommes-nous réellement? En fait, nous sommes de l'eau, des ions et de l'information qui, via l'énergie du vide, va nous donner aussi ce que nous sommes à aujourd'hui. Et sachez que 10 secondes avant que la pensée arrive, votre neurone se gonfle d'eau. Donc là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un atome. L'atome, c'est proton, neutron, électron. Donc, ce qui tourne autour, c'était les électrons, en bleu, c'était les neutrons, et en rouge, c'était les protons. Dans les protons, on a ce qu'on appelle des quarks. C'est ce que vous avez ici. La masse d'un atome, c'est ça. Donc électrons, neutrons et protons. Il faut savoir que les quarks dans les protons, c'est 1% de la masse du proton. 99%, c'est du vide. Vous êtes de l'eau, mais vous êtes surtout du vide à plus de 99%, à 99%. Mais ce vide n'est pas vide. Et ça, c'est tout récent. C'est que vous allez voir ces petites taches rouges qui apparaissent et disparaissent. En fait, ce sont des ondes électromagnétiques qui viennent du vide. C'est comme là, aujourd'hui, là où je vous parle, vous avez autour de vous des ondes électromagnétiques qui passent entre vous. Et plus on est rapproché en plus on s'échange
de l'information quand on pense, c'est aussi par le cœur. Le cœur étant le premier organe, et lui aussi il a sa propre fréquence. Alors là vous êtes assis parce que c'est ce que vous ne verrez pas à la télévision, mais c'est ce monde qui vous entoure au quotidien. Je me dessus. Alors c'est en anglais, mais il y aura le décodeur voilà. après. Magnetic fields are by their nature invisible. There are some things that nature does to make them more visible. For example, in the corona, the magnetic fields control the atmosphere to the extent that you can see loops. We consider that those loops are in fact pictures of the magnetic field that we're seeing. Ça, c'est les champs magnétiques. The description that scientists often use is hairy ball. Some of the hair is ingrown, so that the loop is attached to the sun at both ends. But some of the hair goes waving out, and when stuff gets on that open field line, it can stream out and become the solar wind. How hairy it is depends on where we are in the solar cycle. As active regions begin to emerge from the photosphere, it gets very messy, and so it gets hairier and hairier and messier as the solar cycle progresses. C'est pas fini parce que vous allez And voir there's no après active les- region around. The magnetic field can be generated just Alors, by the là, ce que turbine vous allez voir, itself. And what you see c'est is l'expliquer that après. all the magnetic Mais field gardez ça en tends tête, to c'est be ce passage. crushed and centralized in these intergranular lanes in between the bubbles. So if you're looking at the surface, you see these little dancing dots. And they'll appear, they'll emerge, and then they'll move around, and they'll hit each other, and they'll cancel or be submerged. Things happen on many different time scales. Photons take hundreds of thousands of years to random walk their way from the core all the way out to where we see them at the photosphere. Yet, in a millionth of a second, a reconnection or something that completely changes the topology of the corona. Any particle that is charged, Ça aussi, gardez en tête. the magnetic field around Je vais expliquer juste après. Ne and inquiétez it pas. has to move in a direction that's at least in part governed by the magnetic field. And if you have a closed loop of magnetic field, particles moving in that magnetic field will move in such a way that they will never leave. They orbit the magnetic field lines very quickly and whiz around back and forth and back and forth. Once they're on those closed magnetic field lines, they stay there as long as nothing else happens. If you were above one given region of Mars's surface, you might see magnetic field lines bursting out straight towards you. And as they get closer to you, they start to curve away and they turn so that they zoom off into the distance, and then they bend back and they go diving back down. But you're not seeing just one of these. You see this happening all around you. Bon, là, c'est très beau, hein, vous allez voir, mais ce que vous allez voir là, ce sont les ondes. Essentially, the Earth is like a bar magnet. The magnetic field lines go from the positive pole to the negative pole, almost like circular. In the Arctic, where the magnetic field lines go a long, long way out, away from the Earth, if you go far enough away, they get so weak that the field which is being brought here by the solar wind from the sun actually interacts and almost neutralizes the Earth field. And therefore the particles which are attached to these fields can come out and bombard the atmosphere, and that creates the auroral light. Donc voilà, ce que vous avez vu au début, ce sont des lignes de champs électriques, magnétiques, dont les champs électromagnétiques, toutes ces belles spaghettis, etc. C'est ce que vous avez chez vous. Et tout ce qui était en vert, c'était les ondes qui en découlent. Ça, il y en a tout, oui. Ah, Comment sont-elles à voir là? pardon? Comment peut-on les voir là?
Ben ça, c'est eux qui les ont modélisés. Alors, ce que vous avez vu au début, à un moment donné, quand je dis faites attention avec la petite cloche et les petites particules, en fait, c'est comme vos ions. Ce sont des particules chargées qui vont suivre les champs électromagnétiques. Et nos ions, normalement, ils ont une propre oscillation, à part d'abord et les après, et ils doivent aller dans les endroits où ils doivent y aller pour notre corps. Simplement, c'est que le problème de ces champs électromagnétiques qui nous entourent font que nos ions ne vont pas à l'endroit où ils doivent y aller. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, donc en vert, ce sont les ondes qui en découlent. La relation aussi avec l'eau, il faut savoir que ça aussi c'est récent. En fait, on s'est rendu compte, bon là c'est les molécules d'eau, ces petits bouts de bleu que vous voyez, en fait, ce sont donc des particules chargées positivement, et lorsque vous avez ça, vous avez donc du courant électrique, dit courant, dit magnétique, et donc l'eau produit aussi donc des champs électromagnétiques. Ça, je vais le passer. Bon, en fait, c'est le domaine de cohérence, mais j'en parlerai plus tard, parce que vu qu'on est un petit peu en retard, mais c'est pas plus important, c'est surtout après qu'il faut voir. C'est là, c'est Lise qui va prendre le relais. Là, je vais juste commencer par là, c'est qu'on nous avait promis à l'époque qu'on aurait donc un plateau. Mais depuis les années 40, on n'a fait qu'augmenter donc l'exposition de la population en France au niveau des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques sont en couplage avec nos ondes à nous. Alors, donc au niveau du développement des ondes électromagnétiques, il y a eu deux étapes. Une première étape qui est liée à l'électricité domestique qui s'est généralisée après-guerre, donc, et qui est localisée à la consommation d'électricité, donc les lignes à haute tension, les maisons, etc. Et la deuxième étape, ce sont tout ce qui est transfert de données. Alors l'électricité domestique, c'est les extrêmement basses fréquences. Le transfert de données, c'est tout ce qui est micro-ondes. Et là, donc, ça passe, ça a démarré en 78, il y avait 0 abonnés au téléphone mobile cellulaire. En 90, on est à 11 millions. En 98, à 300 millions. Et en 2013, on est à 6,84 milliards d'abonnés au téléphone mobile cellulaire pour une population mondiale de 7 milliards. Donc ça laisse songeur, je trouve, mais ça montre la progression qui s'est faite en l'espace de 15 ans seulement. Alors, tout ce qui est transfert de données, c'est aussi la Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes relais, etc., etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans les ondes électromagnétiques, enfin déjà, je vais vous redonner peut-être des petites bases pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc, quand on parle d'ondes électromagnétiques, il y a l'électricité d'un côté et il y a le magnétisme de l'autre. Et il y a deux types de mesures. Il y a une mesure d'intensité qui, pour l'électricité, est en volts par mètre. Pour les champs magnétiques, c'est en Gauss ou Tesla pour les basses fréquences. Et c'est en watts par mètre carré ou watts par kilo pour les fréquences plus élevées. Ça, c'est la première mesure. Et c'est la seule mesure dont parlent les experts. La deuxième mesure, ce sont les fréquences. Et c'est cette mesure-là qui est extrêmement importante pour comprendre l'action des ondes. Les fréquences, donc ça correspond à... Je vais passer à la suivante. Voilà. Les fréquences, ça correspond au nombre de mouvements par seconde, un mouvement par seconde. Donc vous avez des mouvements de rotation, des mouvements d'oscillation, vous avez différents mouvements qui existent, et par exemple, le cinéma, c'est 24 images secondes. Donc on dit 24 Hz. Là, la vidéo que je vous ai montrée avec les particules qui tournaient, c'est la même chose. Donc je vous disais justement par rapport au... Non, je ne vous l'ai pas dit, mais les normes des appareils qui émettent des champs électromagnétiques, elles sont basées historiquement sur des recommandations d'industriels. C'est-à-dire que ce sont les industriels qui font les normes. Alors là, on va un petit peu s'intéresser aux normes. Je ne vais pas vous faire peur, mais ça, c'est la norme du téléphone portable. C'est le DAS.
débit d'absorption spécifique, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est en watts par kilo, donc ça fait extrêmement savant. En fait, c'est simplement une mesure d'élévation de la température du téléphone portable pendant 6 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bocal dans lequel on met du sérum physiologique. Sérum physiologique égale cerveau, c'est l'hypothèse scientifique. On met un thermomètre à l'intérieur, on met un téléphone portable sur l'oreille du mannequin, on l'allume pendant 6 minutes et on mesure l'élévation de température. Oui? En cas de petite main libre. Alors, on viendra aux questions après, parce que là, sinon, on ne va pas en sortir. Parce qu'on est un petit peu en retard, comme c'est, ne vous inquiétez pas. Alors, donc ça, eh bien, c'est l'unique mesure qui a été faite. En fait, c'est pas l'unique mesure qui a été faite, mais c'est l'unique mesure officielle pour dire que le téléphone portable n'est pas dangereux au niveau de la santé. Il n'y a rien d'autre. Alors là aussi, on va un petit peu rigoler. Les lignes à haute tension. Donc vous preniez une ligne à haute tension de 225 kV. Vous avez en fait, si vous mettez un conducteur électrique ici, donc c'est une barre métallique, hein, vous avez donc un arc électrique qui se forme à 3 mètres. La norme en France, c'est 100 microtesla, oui c'est ça, 100 microtesla qui est considéré comme son danger. C'est ce qu'on mesure à 1 mètre du câble. Donc ça veut dire, si on traduit, que l'être humain peut vivre à 1 mètre du câble d'une ligne à haute tension sans qu'il n'ait aucun souci au niveau de la santé. Alors que là, on est à 3 mètres. Voilà, les gars qui travaillent sur les poteaux électriques, ils sont chargés. Bah, ok. Alors, juste un petit, avant de passer à pourquoi les ondes pourraient avoir un effet sur le corps humain, il y a eu sur la chaîne Public Sénat un documentaire qui est passé, qui est Recherche Zone Blanche désespérément, qu'on peut voir sur YouTube. Dans ce documentaire, vous avez le président de la CRIREM qui explique que les fréquences des radars utilisés par les militaires, ils les ont abandonnés pour raison de santé, enfin parce que ça crée des soucis au niveau de la santé. Et ce sont les fréquences qui sont utilisées aujourd'hui pour les téléphones portables. Alors, on en vient au vif du sujet. Pourquoi les ondes ont un impact sur le corps humain? Donc, en physique élémentaire, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Donc, vous n'êtes peut-être pas physicien, moi non plus. Donc, le phénomène de résonance, je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. C'est quand vous avez des fréquences qui sont similaires pour deux systèmes. Quand ces systèmes rentrent en contact dans leur mouvement, il va y avoir transfert d'énergie d'un système à un autre. Je vous illustre. Vous avez les tremblements de terre. Les ondes sismiques, elles ont une certaine fréquence. Par exemple, on va dire 100 Hz. C'est n'importe quoi, je ne sais pas les fréquences des ondes sismiques, c'est pour vous donner un exemple. Les bâtiments, ils ont un mouvement d'oscillation. Même si on ne le voit pas, ils ont aussi un mouvement d'oscillation. Si c'est 100, 105 Hz, 110 Hz, donc on est sur une même plage de fréquence. Quand les ondes sismiques vont traverser le bâtiment, comme c'est sur une même longueur d'onde, on dit être sur la même longueur d'onde, hein, même dans le langage humain, eh bien il va y avoir transfert d'énergie des ondes sismiques vers le mouvement du bâtiment. Le bâtiment va se mettre à osciller plus fortement et comme ça, il y a des bâtiments qui s'écroulent. Donc ce phénomène de résonance, il peut être harmonisant ou déstructurant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des ondes électromagnétiques de nos appareils. Donc simplement, cette thèse de résonance fréquentielle, il y a des scientifiques qui la défendent, notamment le professeur Vladimir Bingui, qui est un physicien de haut niveau en Russie, et qui a fait des calculs qui vont être présentés en dessous, puis le professeur Gérard Haaland, qui est plus connu. Alors là, nous arrivons dans le vif du sujet.
Donc, eh bien, vous savez que un téléphone portable, peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, pour fonctionner, il utilise 3 types d'ondes. L'électronique de l'appareil, c'est 30 à 40 Hz. On est dans les extrêmement basses fréquences. ELF, ça veut dire Extremely Low Frequency en anglais, ça veut dire extrêmement basse fréquence. Le calcium, il a un mouvement de rotation, 35 Hz. 30, 40 Hz, 35 Hz, c'est la même longueur d'onde. Donc le calcium, eh bien, il va y avoir transfert d'énergie de l'onde du téléphone portable vers le mouvement d'ion de l'ion calcium et il va amplifier son mouvement de rotation. Il va y avoir une amplification du mouvement de rotation. Le sodium, 30 Hz. Vous avez aussi l'onde porteuse pour que le téléphone portable transfère les infos du téléphone portable vers l'antenne relais. Là, on est sur des fréquences de 0,9 à 2,6 GHz. Le calcium et le magnésium, ils ont aussi un mouvement d'oscillation qui est précisément 1 à 2 GHz. Donc l'ion calcium, il est touché à la fois dans son mouvement de rotation et à la fois dans son mouvement d'oscillation par les téléphones portables. Alors, un petit aparté pour les abeilles, puisque les abeilles, elles génèrent des signaux électromagnétiques d'une fréquence qui va de 180 à 250 Hz. Il y a un scientifique qui a fait une expérience qui les a soumis à 230 Hz. Le mouvement de leur danse de communication est amplifié de 10%. Ça illustre le phénomène de résonance et ça peut donner une explication possible au syndrome d'effondrement des ruches. Le magnésium, rotation 55 Hz. L'électricité domestique dans nos maisons, c'est 50 Hz. 60-100 Hz pour les écrans. L'ion lithium, 100 Hz. C'est un ion qui est très important pour le système nerveux. Alors là, il y a une étude qui a été menée. On a sacrifié des animaux. Moi, je trouve ça horrible. Parce qu'on crée de la souffrance animale. Mais bon, là, on voit clairement que quand on expose un organisme au téléphone portable, un organisme vivant, eh bien, l'ion calcium au sein de l'hypophyse, c'est la glande pituitaire, est multiplié par plus de 2. Stéphane vous a précisé tout à l'heure que le calcium qui rentre dans une cellule, c'est l'apoptose de la cellule. Combien de temps j'ai encore ? Un quart d'heure. Oh, ben ça va. Hop. Donc, ce phénomène de résonance, donc, eh bien, il va amplifier les mouvements des ions, calcium, magnésium, potassium, sodium, etc., au niveau des échanges biochimiques perturbés. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, il y a eu des études biologiques sur des paramètres biologiques pour voir si les ondes avaient un impact. Il y en a eu plusieurs. Donc, qui ont été menées par des scientifiques ici répertoriés, avec certaines qui ont eu des publications. Voilà, donc là, en fait, vous avez une synthèse de toutes les études qui ont été menées, enfin, en tout cas, certaines études qui ont été menées sur des animaux. Donc, vous voyez l'ACTH, hormone du stress, multiplié par plus de 4. L'ADN, là, qui aussi subit des perturbations. La mortalité embryonnaire. L'ion calcium, on en a parlé, multiplié par plus de 2 au sein de l'hypophyse. La neurogénèse au niveau de l'hippocampe, qui est le centre rattaché à la mémoire, à la concentration et à la vigilance. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, il y a eu un petit problème, un souci d'attention pour la caméra. J'illustre. Parce que de toute façon, les gens sont de moins en moins attentifs si vous regardez. Vous avez la circulation à Paris dans les voitures, c'est absolument terrible, je trouve. Parce que les gens sont ralentis, ils sont plus présents, ils sont au téléphone, etc., etc. Il y a des illustrations sans arrêt dans notre quotidien. Vous avez une baisse des monocytes, donc, qui sont des globules blancs. Premiers globules blancs qui interviennent dans le système de défense de l'organisme. D'ailleurs, le gars du CRIREM, là, dans l'émission, dans le documentaire Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent, non, c'est pas ça, c'est Recherche jaune, blanche désespérément.
disait qu'en fait, les leucocytes tueurs, il y avait un effondrement, en tout cas c'est ce que les militaires avaient observé. C'est ce qu'on appelle en fait les NK16, Natural Killer 16, qui sont très importants pour le système immunitaire avec les lymphocytes T4 et T8. Il y a cet effondrement qui se fait. Alors vous avez la corticostérone aussi, qui est l'hormone qui régule eh bien, tout ce qui est inflammation, tout ce qui est douleur, de fait, donc arthrose, arthrite, rhumatisme, etc. Vous avez la mélatonine aussi qui s'effondre jusqu'à 80%. Donc petit rappel sur la mélatonine, hein, c'est l'hormone du sommeil. C'est l'hormone qui régule tout le cycle des autres hormones, puisque c'est l'hormone du rythme jour-nuit. Donc si elle est perturbée, eh bien, qu'advient-il des cycles hormonaux d'une façon générale? C'est une hormone antiradicalaire, antitumorale, qui interviendrait aussi dans les mécanismes de l'insuline. Voilà, ça c'est les dernières recherches de la médecine. Alors là, après, étude par étude, eh bien, le SRE, c'est une protéine activatrice des gènes de multiplication cellulaire. On voit... En fait, le fait que le calcium rentre dans la cellule, donc elle meurt, les cellules sont obligées de se renouveler très rapidement. Donc on a une multiplication après de la division cellulaire. Et quand des cellules se divisent tout le temps, je ne sais pas si un exemple vu le film Lucie, j'aimais bien ce passage quand il disait elle cherche l'immortalité ou la vie. C'est-à-dire que la cellule, en fait, elle devient immortelle parce qu'elle commence à se multiplier, donc la cellule mère, pour refaire des cellules filles, petites filles. Donc voilà, les SRE, c'est une protéine qui va activer les gènes de multiplication cellulaire. Donc il va y avoir prolifération cellulaire. Prolifération cellulaire, j'ai pas le droit de dire des choses par rapport à la santé ou autre, donc je vous laisse tirer vos conclusions. Oui. Ouais, mais on n'a pas le droit de dire, c'est en France. Tout de suite. Donc, j'ai pas... Ouais, c'est... Après, vous avez aussi les protéines head shock protéines, qui sont les protéines de stress. Et elles marquent un stress cellulaire. Donc là aussi, on voit une augmentation considérable de ces protéines. Il y a une étude qui avait été menée sur les tomates aussi, et on voyait aussi que les protéines de stress étaient augmentées chez les tomates qui étaient soumises aux ondes électromagnétiques. Donc ça touche aussi les végétaux, hein, pas seulement les organismes vivants. Et, alors le système hormonal, j'en ai parlé. Et là, on voit donc la CTH, l'hormone du stress. Donc qui dit stress dit acidification de l'organisme. Et puis, ce qui en découle. Hein. La corticostérone donc aussi qui diminue. Donc c'est la corticostérone endogène. Hein. Alors ce qu'il y a aussi de voir, c'est juste parce qu'aujourd'hui il y a aussi des protections sur les téléphones qui sont en argent. En fait, il ne faut pas utiliser ça. C'est-à-dire qu'on diminue l'effet thermique, mais on augmente la toxicité du téléphone. Donc tous ceux qui ont un système qui protège, cache des Faraday, si vous voulez. On n'entend rien. Ah, excusez-moi. Oui. Désolé. En fait, aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent sur le marché qui vous protègent le téléphone par rapport au côté thermique. Parce que nous, on va parler du côté athermique, mais la toxicité du téléphone, alors qu'on a le côté thermique. Donc le côté thermique, on va le diminuer par ces protections au niveau du téléphone. Mais le problème, c'est que ça augmente la toxicité du téléphone par rapport aux ondes. Donc ça, à éviter. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est préférable d'avoir un DAS élevé pour avoir c'est le débit d'absorption spécifique. D'abord, vous voyez dans tous les téléphones, dans les magasins Bouygues ou autres, on vous dit le DAS il est de 0,300 et quelque chose. Alors tout le monde est content parce qu'on dit il diminue de plus en plus, c'est pas mal. Mais plus diminue le DAS, donc le côté thermique, plus vous augmentez la toxicité. Donc il est préférable d'avoir un DAS élevé, mais d'avoir une oreillette filaire et surtout pas sans fil, pour répondre à la question, parce que la version sans fil c'est du Bluetooth, c'est des ondes. Voilà. Combien ? Alors là, vous avez la production d'anticorps. Tout à l'heure, je vous ai parlé des monocytes. Là, c'est les immunoglobulines G, qui sont des globules blancs qui interviennent au niveau du système immunitaire. Donc là, c'est un effondrement. Hein. Après, vous avez la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. Donc, quand vous exposez donc des organismes vivants au téléphone portable, la neurogénèse baisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une neurogénèse qui baisse?
ça veut dire qu'il y a un renouvellement de neurones moindre. Ça veut dire que l'hippocampe diminue de taille. Il faut savoir que dans la médecine officielle, une diminution de taille de l'hippocampe, c'est un facteur de risque majeur, Alzheimer. Alors là, c'est la mortalité embryonnaire. Hein. Moi, j'ai été scandalisée hier. J'ai vu une dame qui donnait son portable, son téléphone à un enfant de 3 ans. J'ai essayé de lui dire, madame, c'est peut-être dangereux, mais c'est pas si grave. Mais si, c'est très grave, madame. Pour les enfants, enfin déjà pour les adultes, c'est pas terrible, mais alors pour les enfants, c'est encore pire. Il faut attendre 10 ans pour un enfant de donner au moins un portable, au moins comme ça. Et avant, oui, mais maintenant, en même temps, moi, je suis la première à dire qu'il ne faut pas. J'ai fait ma téléphone pendant des années. Et je viens de la voir, je suis obligée par rapport à la crèche. On en parlera après, madame. On en parlera après. Oui, oui, mais ça c'est sûr. Voilà, il y a des programmes dans la gauche, voilà, même... Parce qu'on va vous montrer une vidéo juste après, vous allez voir sur les tests qu'on a fait qui a été faite sur les fourmis. Donc là, ce sont des études cliniques qui ont été menées sur les êtres humains. Donc là, vous avez la fatigue, l'irritabilité, les maux de tête, les os secs fatigués, la gorge sèche, troubles de concentration, toux, éternuement, etc. Et donc, c'est par rapport à un écran. Et on voit que, en fait, là, c'est une protection qui a été utilisée. On voit que ça diminue de 30% ces effets-là. On peut se dire que les effets des ondes électromagnétiques interviennent au moins de 30% sur ces symptômes-là. Alors, en neuropsychologie aussi, il y a eu différents tests. Sur l'œil également, avec les ulcérations de la cornée, etc. Désolé, comme on va rendre un peu la salle. Donc moi, par exemple, j'utilise ce qu'on appelle la caméra GDV. Donc peut-être que vous connaissez les travaux du professeur Octobre. Il faut savoir que toutes les cellules donc, émettent des fréquences, et la somme de ces fréquences fait qu'on appelle ça le chi, le ki ou l'énergie vitale. Et ce qui nous permet donc de voir, par exemple, quelqu'un qui est ici carencé en énergie. Et là, bon, là c'est le mien, donc ici, ce que j'utilise l'appareil. Donc ça, il y a plus d'1 an, que j'avais fait ça, donc avec l'appareil GDV, pour montrer que ces personnes, dès qu'elles ont une diminution drastique au niveau de l'énergie, en tout cas en Russie, je prends le cas de la Russie parce qu'en France c'est toujours sur les œufs, en Russie quand on vous montre ça, on vous dit attention, plus qu'attention. Dernièrement, donc j'ai encore fait des tests, vous voyez, donc c'est le mien que je compare, donc il y a plus d'1 an et aujourd'hui, donc quand je suis encore mon test, j'ai vraiment cette protection. Premièrement parce que c'est vrai que je fais attention à l'eau que je bois, j'ai de la dynamisme par vortex, donc il y a tous ces effets derrière. Je fais aussi attention aussi à ce que je mange, donc il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte pour me protéger. Et autant aussi par rapport aux protections des téléphones. Parce que j'ai travaillé moi-même dans les liaisons interbâtiments radio et laser pour les entreprises. Alors c'est quoi le laser? C'est 2 faisceaux, c'est un faisceau qui va d'un bâtiment à un autre, et la radio c'est comme pour vous. Le jour où je suis monté avec mon chef dans un bâtiment qui était HLM pour la mairie, et mon corps d'un coup il a brillé comme ça, si vous voulez bouger énormément, j'ai dit écoute on n'a aucune protection, on s'en va, je peux pas. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à faire un syndrome de Raynaud, c'était en juillet, il faut le faire, parce qu'il faisait quand même plus de 30 degrés. Je faisais 5 syndromes de Raynaud par jour. En fait, c'est quoi? C'est que vous avez la circulation du sang, donc toute la chaleur qui dégage, et il n'y a que le tronc qui garde en fait la chaleur. Donc j'ai les mains toutes blanches, j'ai grelotté comme ça à 35 degrés. Donc, et ça a mis du temps après à s'en remettre. Parce qu'il y a des phases où on peut revenir en arrière, comme la phase 1 voire la phase 2, pour les personnes qui sont électrosensibles. Quand vous êtes en phase 3, là, c'est, je pense, si je ne me trompe pas, plus que compliqué, Élise. Ceux qui sont en phase 3 par rapport à l'électrosensibilité. Oui, ouais. Tout à fait. Donc là, vous montrez un test sur les fourmis qui a été fait en Belgique dans une université. Alors, sachez que la dame n'a plus de crédit après, bizarrement. Donc, elle a démontré quelque chose, et après, on lui a coupé ses crédits. En Europe, nous sommes un pays dans un endroit où il faut chercher mais pas trouver. C'est pas bon de trouver. En juillet 2012, une scientifique de l'Université libre de Bruxelles mettait en évidence l'impact préoccupant des ondes GSM sur le comportement et le conditionnement des fourmis. Eh bien ici, vous êtes dans un laboratoire d'éthologie et de physiologie de sociétés de fourmis, c'est-à-dire le fonctionnement des sociétés de fourmis. Les travaux sur les ondes ont été publiés aux États-Unis, et là, ça a fait un ramdam terrible. Beaucoup de personnes sont venues me trouver, et l'homme n'est pas bête,
Ce qu'il veut maintenant, c'est un système de protection. Il faut donc un test pour tester la protection. Ces personnes désirent un test instantané, comme un alcool test. Et ce que j'ai mis au point, c'est très simple. Quand, nerveusement, il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, la locomotion des animaux est perturbée. Eh bien, je quantifie tout simplement la locomotion des fourmis. C'est fait le jour même, on a le verdict le soir même. Je vous explique ça dans un moment. La rencontre avec Mme Commerz, en fait, elle est spécifique à deux titres. Comme vous l'a dit tout à l'heure Mme Commerz, les fourmis sont un révélateur extrêmement sensible, un biorévélateur de la biocompatibilité de l'environnement. Et c'est de cela dont on parle, puisque notre deuxième raison d'être ensemble, c'est de pouvoir rapidement, sans délai, évaluer la dépollution ou la compensation que peut apporter. Avec un Wi-Fi par exemple, je fais le test, et puis sur les autres nids, les deux autres contrôles, je les irradie avec pour chaque nid, à l'aide d'une plaque en fer et d'un marqueur, j'enregistre le trajet de 10 ouvrières. J'ai introduit les trajets dans un programme, un logiciel qu'on a appelé OV linéaire et la vitesse angulaire des fourmis suivies. J'obtiens ainsi toutes les vitesses linéaires, toutes les vitesses angulaires sous toutes les conditions. J'établis les médianes, les quartiles, et je peux faire des tests statistiques entre les valeurs obtenues. C'est très simple, et on a le résultat en quelques heures. Nous, en laboratoire, en tout cas de bioélectromagnétisme, nous sommes très, très intéressés par un système biologique qui rapidement nous dit quelle est la biocompatibilité électromagnétique de l'environnement, évidemment. Vous voyez ici des fourmis dans un état tout à fait normal. Elles ont été nourries il y a 2 jours, donc elles cherchent. Le champ électromagnétique dans la pièce sans Wi-Fi est d'environ 7 millivolts par mètre, c'est-à-dire négligeable. Pendant qu'on irradie les fourmis avec le Wi-Fi, on regarde leur comportement et on voit immédiatement que ce comportement devient anormal. Regardez par exemple celle-ci, sa démarche est anormale. Elle hésite, elle va à droite, elle va à gauche. Elle a des difficultés de bouger les pattes et même les antennes deviennent anormales. Si vous regardez cette autre fourmi, voyez que ses antennes recourbent un peu vers l'arrière. On observe ça en cas de grande sécheresse, par exemple. C'est donc un état de stress qui, chez l'homme, peut correspondre à de la fatigue, à une irritabilité, à des maux de tête. Il faut se protéger. Lorsque le Wi-Fi est en fonctionnement, le champ électromagnétique au niveau des fourmis passe à 500 millivolts par mètre, c'est-à-dire 60 fois la mesure précédente. Le routeur Wi-Fi est maintenant installé avec la biotechnologie CMO. Et, peu à peu, on observe que les fourmis retrouvent un comportement normal, en ignorant le rayonnement du routeur. Les mesures montrent que le CMO n'interfère pas sur le fonctionnement du Wi-Fi, qui reste à 500 millivolts. Nous avons ici les trajets contrôle. Vous voyez, donc l'animal ne simule pas beaucoup et a fait en 5 secondes un trajet assez long. Bien. Ceci, ce sont des trajets qui ont été prélevés lors d'une exposition au Wi-Fi. Vous voyez comme c'est très sinueux et les trajets sont beaucoup plus courts. Donc la vitesse linéaire diminue et la sinuosité augmente. Et nous passons au Wi-Fi, leurs vitesses linéaires sont beaucoup plus petites, tandis que leurs vitesses angulaires, c'est-à-dire leur sinuosité, sont énormes. Et elles augmentent avec le temps d'exposition. Avec la protection CMO, les vitesses augmentent à nouveau. Après 30 minutes, les fourmis reprennent une vitesse et une sinuosité normale. Les résultats exprimés en pourcentage montrent que, sous exposition Wi-Fi, la vitesse linéaire diminue de plus de 30% et la vitesse angulaire augmente jusqu'à 97%. Avec la biotechnologie CMO, la vitesse linéaire ne diminue plus que de 15% après 5 minutes et de seulement 3% après 30 minutes, ce qui est tout à fait négligeable. La vitesse angulaire, quant à elle, n'augmente plus que d'une vingtaine de pourcents, puis seulement de 7%. Ceci prouve bien que la technologie est efficace et que son efficacité augmente au cours du temps. Alors, les résultats présentés par Mme Commerz montrent qu'il est possible, avec une biotechnologie faite de solutions salines traitées électromagnétiquement et émetteurs de microsignaux, de rendre l'environnement biocompatible. Et
ces résultats corroborent d'autres résultats qui sont disponibles par ailleurs. L'ensemble de ces activités biologiques sont toujours perturbées par le champ électromagnétique d'un téléphone ou d'un outil informatique et sont toujours ramenées à la normale lorsque les systèmes biologiques protégés bénéficient effectivement de cette technologie CMO. En tout cas, appliquer le principe de précaution est un minimum lorsqu'on est en face de ces pollutions. La toute dernière chose que je voudrais vous dire, vous procurez... Je vais avancer sur ça, pas exactement parce que vous avez tout terminé. Moi j'ai fait des tests chez moi, parce que j'ai des appareils de mesure. La plaque à induction, qui a une plaque à induction chez soi? Levez la main, n'ayez pas peur. Allô, vitrocéramique. Vous cuisinez au quoi? Au feu? Au bois? Ok. Faire du bruit et carrément ça fait vraiment un bruit énorme. Je recule, j'allume la plaque à induction, le champ magnétique directement s'affole dès que j'avance, directement suivi du champ donc électrique. C'est tout, comme vous avez vu tout à l'heure la vidéo là qu'on voyait toutes les ondes, etc. C'est tout ça aux alentours donc de ma cuisine quand je cuisine, surtout que la plaque elle nous arrive ici. Donc je mets un système de protection sur le côté de la droite, donc pour faire en sorte que le système qu'on appelle un système de compensation, c'est-à-dire qu'on ne va pas stopper les ondes, on va faire en sorte que nos ions ne suivent pas, comme vous savez, les petites boules qui tournaient, suivent un trajet qui n'est pas le leur. Dans la voiture, c'est la même chose. Mais dans la voiture, j'ai fait une vidéo, je mets la clé, je tourne sans allumer vraiment, donc on a déjà un courant magnétique qui s'allume, doucement, je mets carrément le contact, là le bip s'affole totalement. Je l'éteins, ça revient à la normale, je rallume le moteur carrément. Donc toute l'habitacle de la voiture, c'est une cage de Faraday. Téléphone portable en plus dedans. Et vous prenez par exemple le périphérique de Paris-Est. Entre la porte des Lilas, la porte de Montreuil, vous avez 2 tours mercuriales. Tout en haut, vous avez des antennes avec des radars. Vous mettez Nostalgie, c'est 90.4 je crois, et Voltage, c'est 96 et quelque chose. Cette plage de fréquence est carrément brouillée quand on arrive vers le cône. Parce que dans les antennes relais, c'est le cône qui est important. C'est quand vous ouvrez votre fenêtre de chez votre chambre et vous voyez l'antenne relais qui est vers vous, ben, soit vous déménagez, soit vous demandez est-ce qu'il vous l'enlève ou vous protégez. Parce que le cône, il a, si vous voulez, un angle. Il peut être de 30, 60, etc. Donc plus le cône est large, ben, plus vous vous reprenez dans la tête. Et si vous mettez notre radio qui est au-delà de 98.6, moi j'ai pris, je crois que c'était FG, j'ai fait le tour, donc de Porte des Lilas à Montreuil aller-retour, la radio est passée sans problème. C'est-à-dire que je n'étais pas sur la plage de fréquence des ondes qui étaient émises par les antennes. Parce que vous savez, moi quand j'étais gamin, comme tout le monde d'ailleurs, des fois on approchait devant une radio, des fois ça faisait du bruit et on reculait. Et parce qu'on est nous sommes aussi des émetteurs et récepteurs. Oui. Parce que, alors il y a quoi? Aujourd'hui ou avant? Il faut voir, est-ce qu'il y avait à côté des antennes ou autres, radars, parce que maintenant on en met de plus en plus, hein, et d'abord ça va se multiplier. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, ils sont déjà passés à la 5G. Il y a 160 000 jeunes coréens qui ont le cerveau déplacé. Et il faut savoir, il faut lire votre contrat d'assurance, c'est qu'il est marqué dessus que les assurances ne prennent pas en compte tout ce qui est pesticides, OGM et les maladies liées aux ondes électromagnétiques, Wi-Fi, etc. C'est noté, hein, noir sur blanc, mais il faut le lire. Et puis il faut savoir que si les assurances ne le prennent pas en charge, s'il y a des problèmes, reconnaissance du problème, ça incombe à l'État et aux organismes sociaux de le prendre en charge. Voilà, donc ça peut expliquer certaines choses. Mais... Vous parlez de l'assurance de la maison? Non, les assurances... Santé, etc. Oui, c'était plus là. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est comme Tchernobyl, il n'y aura pas de problème. Tchernobyl, il n'est jamais passé chez nous. Hein. Il y avait des personnes qui stoppaient le nuage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui est... Mais le problème qu'on a avec les ondes électromagnétiques, c'est plus que l'amiante. Nous sommes comme dans un laboratoire naturel. C'est le monde qui est pris par cela. Et on va continuer à augmenter pour avoir les fréquences, etc. Et le pire, là, je vois, parce que je suis allé à Genève l'année dernière rencontrer un physicien, et il m'expliquait que maintenant on a des petites tablettes, ça c'est pour les poussettes pour les enfants, pour qu'on soit tranquille, pour les parents qui soient tranquilles. Et en fait, ces écrans émettent donc des champs électromagnétiques et qui posent problème sur le système immunitaire. Donc voilà, donc on nous donne des gadgets. Alors c'est vrai que moi si j'en ai un, j'utilise, mais je ne téléphone pas, je mets plutôt une oreillette filaire. Maintenant ça va être interdit dans les voitures, donc il faudra mettre du Wi-Fi dans la voiture, dans ce qu'on appelle du Bluetooth.
Alors là, c'est la cage de Faraday, ou alors il faudra dire, je rappellerai plus tard, hein, on va partir à l'ancienne. À la maison, il faut vraiment se protéger. Donc il y a tous des systèmes que vous pourriez donc, après venir voir au stand B11, des systèmes de compensation pour le téléphone, pour la plaque à induction, pour le micro-ondes, parce que ce sont des fréquences qui sont totalement différentes. Le plus important pour ceux qui ont un téléphone portable, c'est d'avoir moins dessus. Donc le système, il ne va pas stopper les ondes, on le rappelle, c'est de faire en sorte que vos ions, comme le calcium, potassium, magnésium, aillent dans la bonne direction et surtout qu'ils gardent leur rotation et leur oscillation. Parce que tout ça, après, ça fout le camp. Et il n'y a aucun système pour l'instant que j'ai pu voir. Il y en a qui on a donc ces petites cages de Faraday, on a aussi par rapport aux ondes pulsées, parce que ce sont des ondes pulsées qu'on reçoit, mais qui n'ont pas été testées d'un point de vue biologique. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça fait sur le vivant. Et il y a des jeunes, je crois que c'est des Suédois, hein, qui ont eu une grosse cagnotte d'ailleurs, ils ont fait des tests sur des graines. Donc, ils ont mis donc des graines de plantes à côté d'un Wi-Fi, et ben elles ont cramé par rapport à des autres. On est dans un monde électromagnétique, un champ électromagnétique, et tout à l'heure la vidéo vous avez vu en anglais, avec toutes ces boules vertes, etc., c'est ça qu'on a tous les jours. Et c'est vrai qu'on en a aussi autour de nous. Donc, préciser que les ondes électromagnétiques il y a naturelles, mais ça c'est artificiel. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le vide que je montrais. Dans le vide, d'abord c'est ce que disait aussi Martial Violet, ces ondes qu'on appelle les ondes cosmiques, ce sont des ondes naturelles. Voilà. Mais maintenant on a ces ondes artificielles qui rentrent en couplage avec ces ondes qui sont en nous, via le vide, déjà d'une part qu'on reçoit, des ondes de nos ions, et aussi donc les fréquences et les fréquences, et ce qu'on a créé nous l'homme. Justement, je voulais aussi préciser, si vous me permettez, si le Tchernobyl, c'est vraiment, c'est une malheur qui est arrivé par rapport à un accident, provoqué ou pas, ça c'est le débat à part, mais c'est qu'est-ce qu'avec toutes les antennes, toutes les créations, antennes, tous les jours, ça c'est vraiment un crime contre l'humanité parce que c'est volontaire pour l'argent. Vous savez, aujourd'hui il y a Fukushima, bon Fukushima n'a pas trop parlé, mais Fukushima continue à se diluer dans l'eau de mer. Il y avait une très belle photo où on nous montrait toute cette dilution du côté de Fukushima, c'est passé jusqu'aux États-Unis. Bon ben, on nous a pris pour des imbéciles pour Tchernobyl, une fois, pas deux. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut que je laisse la place. Désolé pour le petit problème technique au début. Alors, au stand B11, je vais y aller. Merci. Pardon? Non. Alors, les protections, tant qu'on ne change pas totalement les fréquences, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, elles sont là depuis plus de 10 ans, ça n'a pas bougé. Donc, il faut vraiment un gros changement pour qu'on puisse faire tous ces changements, et d'abord qu'on fait directement après. On va laisser la place, madame. On va laisser la place. Oui, on va aller sur le stand parce que là il faut qu'on laisse la place. Alors moi c'est pas ici que je le fais, il y en a qui le font à médecine douce si vous y allez. B11. Voilà, B11. Je suis là au B11 après. Donc, Comment t'es oui, à côté. Je suis